Bonjour, je suis Christian Vélo, je suis docteur en sciences biologiques et médicales avec une spécialité de génétique moléculaire à l'université Paris-Saclay. Et en fait, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est de l'impact des polluants environnementaux sur le métabolisme respiratoire et sur le métabolisme du fer, parce que ceci a des graves incidences dans un grand nombre de cancers. Et donc, c'est directement au cœur de la problématique qui fait l'objet de cette journée. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, grand merci au Centre Ressources et à Jean-Loup Mouisset de me permettre de venir vous parler de ce sujet dans le cadre de ces magnifiques initiatives et projets. Et puis merci aussi à Vincent Renaud qui m'a sponsorisé auprès de Jean-Loup, donc que je ne connaissais pas. Donc je suis heureux de faire cette magnifique connaissance et très heureux d'être parmi vous. Alors donc Vincenzo vient de nous parler un petit peu, nous a parlé quelque peu des mitochondries. Ah pardon. Ah oui, alors ça, moi, j'ai du mal à rester dans une cage. Bon, je vais essayer. Oui, je disais, donc, Vincenzo vient de nous parler des mitochondries en tant que victime des traitements anti-cancer. Moi, je vais vous parler des mitochondries en tant que, des dysfonctionnements mitochondriaux qui peuvent être responsables des cancers ou qui peuvent être en tout cas des facteurs aggravants donc de cancer ou de certains cancers. Voilà. Alors, donc, je vais vous parler de l'impact des polluants environnementaux et notamment des perturbateurs endocriniens dont Patricia nous a parlé ce matin. Donc, et également de leurs impacts sur l'homéostasie du fer, parce qu'en fait, le métabolisme mitochondrial, comme on va le voir, est intimement dépendant du fer. Et tout ce qui va impacter la mitochondrie va impacter l'homéostasie du fer, et inversement, tout ce qui va impacter l'homéostasie du fer va impacter la mitochondrie. Or, les perturbations de l'homéostasie du fer sont intimement liées au problème des cancers. Alors, la façon dont je vais vous présenter les choses est la suivante. Je vais d'abord vous donner quelques rappels de quelques notions dont je vais avoir besoin pour vous expliquer la suite. Alors, ces notions, ce sont des notions qu'un certain nombre d'entre vous dans l'auditoire ont déjà. Je pense en particulier aux professionnels de santé, que d'autres ont peut-être moins. Et donc le but étant que tout le monde puisse se retrouver, que tout le monde puisse avancer en même temps et progresser ensemble, bien, je vais faire ces rappels. Mais le fait est que quand je m'adresse à un public uniquement de professionnels de santé, notamment de médecins, parce que je fais beaucoup de formations pour le développement professionnel continu des médecins, eh bien, la première fois que je me suis adressé à eux, je me suis dit, je ne vais pas leur faire cet affront, ils vont mal le prendre. Et en fait, on m'a systématiquement remercié de l'avoir fait. Donc maintenant, je ne me pose plus trop de questions. Hein. Je fais ces rappels, vous savez, c'est des rappels concernant la notion dont il a déjà été question, mais ADN, ARN, protéines, des choses qui ont été magnifiquement expliquées pendant le Covid dans les grands médias, mais je préfère le refaire quand même. Hein. On va voir ensuite les mécanismes d'action, en tout cas certains mécanismes d'action des perturbateurs endocriniens dont il a été beaucoup question ce matin, et pour mieux comprendre tout à l'heure comment ces polluants peuvent impacter l'homéostasie du fer et le métabolisme mitochondrial. On va voir ensuite les mitochondries et le métabolisme cellulaire. Et bien sûr, quand je dis métabolisme cellulaire, ça inclut le métabolisme mitochondrial. Alors, les professionnels de santé, je sais qu'en général, pas tous, mais beaucoup font une allergie, et je les comprends. Je les comprends étant donné la façon dont c'est souvent enseigné en fac de médecine. Ils font une allergie au métabolisme, et notamment à une partie de métabolisme sur laquelle je vais beaucoup m'appesantir, qui est le cycle de Krebs. Alors ça, en général, quand on dit cycle de Krebs, il y a des œdèmes de Quick parmi les médecins. Mais vous allez voir que le cycle de Krebs et le métabolisme, ça peut être vachement sexy. Je vais essayer de ne pas me faire mentir. D'accord ? Et ensuite, eh bien, on verra les cibles mitochondriales des polluants, parce qu'en fait, il y a beaucoup de manières d'impacter la mitochondrie. Et on verra, je terminerai par l'homéostasie du fer et un certain nombre d'exemples concrets de dysfonctionnement de cette homéostasie en raison de perturbateurs endocriniens et donc des impacts sur le métabolisme mitochondrial et le lien, bien sûr, avec un certain nombre de cancers. Alors c'est parti avec les rappels, donc rappel de quelques notions et de terminologie.
Vous le savez, nous sommes tous constitués de cellules. Hein. J'ai schématisé ici, nous sommes un tas de cellules, bien sûr, les cellules ont des spécialités, cellules du corps, cellules du foie, cellules du rein, cellules sanguines, globules rouges, globules blancs, cellules osseuses. Faut s'y faire, hein, c'est comme ça, on est un tas de cellules et tout fonctionne en harmonie pour faire un organisme entier. Ces cellules, elles ont des spécialités différentes, on est bien d'accord, une cellule du cœur ne fait pas la même chose qu'une cellule du foie ou du rein ou de la peau. Néanmoins, toutes ces cellules, qu'elles soient animales et même végétales, voire microbiennes, elles ont des caractéristiques communes et ce sont à ces caractéristiques communes qu'on va s'intéresser maintenant. Donc ici, avec ce schéma extrêmement simplifié hein, d'une cellule. Alors ici, la cellule, j'ai représenté un double trait noir qui représente ce qu'on appelle la membrane plasmique, c'est-à-dire une bicouche de graisse qui délimite donc chacune de nos milliards de cellules. Et à l'intérieur de cette cellule, eh bien, c'est une véritable architecture extrêmement sophistiquée, une véritable usine extrêmement sophistiquée, donc avec plein de compartiments, donc des vésicules, des tubules, etc. Et vous reconnaissez notamment ici des organelles particulières à l'intérieur de la cellule qu'on appelle les mitochondries. Mitochondries qui sont en fait les centrales énergétiques de nos cellules et les organelles respiratoires de nos cellules. Et puis, on va trouver un compartiment un peu plus gros que les autres qu'on appelle le noyau. Et si on regarde d'un peu plus près ce qu'il y a à l'intérieur du noyau, on y trouve de très grandes molécules qu'on appelle les chromosomes, donc en fait le support de notre hérédité. Donc chromosomes qui, pour les humains, sont au nombre de 23 différents. Donc en fait, ils sont tous en double, ça fait 46. 23 paires, dans chaque paire, il y a bien sûr un chromosome hérité de notre papa et l'équivalent hérité de notre maman. Le lapin, il a 23 chromosomes différents comme nous, le cochon, je ne sais plus, le maïs, je ne sais plus, le blé, je ne sais plus, peu importe, chaque espèce vivante a un nombre bien défini de chromosomes. Chaque chromosome est constitué de 2 brins parallèles entourés autour d'un axe pour former une double hélice, la fameuse double hélice d'ADN. C'est exactement comme les 2 montants d'un escalier en colimaçon, 2 brins parallèles entourés autour d'un axe. Et chacun des 2 montants de l'escalier, chacun des 2 brins d'ADN est constitué lui-même par l'enchaînement à la queue leu de 4 molécules plus petites qu'on appelle des nucléotides et qu'on désigne sous leurs initiales respectives, à savoir 4 lettres AGCT. Et quand on dit qu'on a séquencer un chromosome ou séquencer une molécule d'ADN, ça veut dire qu'on a déterminé tout le long de la molécule, tout le long du chromosome, l'ordre de succession des 4 lettres AGCT. Je vous donne un exemple ici, on a CCA, TA, TG, TA, CA, CA, TGG, ACG. Vous imaginez le nombre de combinaisons possibles. C'est ce qui explique qu'avec les empreintes génétiques, c'est l'ordre des successions des 4 lettres AGCT sur certaines portions de nos 23 chromosomes différents, on soit capable d'identifier un individu parmi les 7 milliards de la planète. Voilà pourquoi, depuis que la police criminelle s'est dotée de cet outil des empreintes génétiques, le crime parfait devient compliqué. Alors, bien sûr, nous avons chacun des empreintes différentes, sinon nous serions tous des clones. Mais notre ADN, au sein d'une même espèce, est identique à plus de 99,99%. Et donc, quand on dit qu'on a séquencé un génome, le génome étant l'ensemble des chromosomes, l'ensemble des gènes d'un organisme, d'une espèce, eh bien, ça veut dire qu'on a déterminé pour tous les chromosomes de l'espèce l'ordre de succession des 4 lettres AGCT sur tous ces chromosomes. Pour le génome humain, ça a duré 14 ans, ça s'est terminé en 2003. Et quand on dit qu'on a déterminé le séquençage du génome humain, ça veut dire qu'on a déterminé l'ordre de succession des 4 lettres AGCT sur les 23 chromosomes humains différents. Ça représente pour le génome humain 100 livres, format A4, 100 pages chacun, caractère 12. Vous imaginez le nombre de lettres. Et je dis bien, on a séquencé le génome humain, et non pas comme on nous rebat les oreilles dans certaines émissions de télé, qu'on va bientôt y avoir droit en France, c'est le Téléthon, où on nous dit on a décrypté le génome humain. C'est absolument faux. On en est à des années-lumière. On aura décrypté le génome humain le jour où on aura compris toute la signification biologique qui se cache derrière la succession de 4 lettres sur les 100 livres format 400 pages chacun, et qui permettent à nos cellules de fonctionner. On en est à des années-lumière parce que ce qu'on a décrypté, c'est environ 5%
de notre génome. Les 95%, c'est ce que certains appelaient il y a quelques années le junk DNA, l'ADN poubelle. Parce que ça, c'est l'humilité du scientifique, du biologiste. Quand il ne sait pas à quoi ça sert, eh bien, ça ne sert à rien. Donc, c'est beaucoup plus simple comme ça. Évidemment, ce n'est pas de l'ADN poubelle. Vous imaginez bien que l'évolution ayant toujours sélectionné les organismes, enfin les processus évolutifs ayant été sélectionnés sur la base de l'économie de l'énergie, qu'on imagine mal comment on aurait pu sélectionner des organismes qui s'emmerdent à reproduire à chaque division cellulaire 95% d'ADN qui leur servirait à rien. Évidemment que ça ne sert pas à rien, et on sait aujourd'hui que c'est essentiel pour plein de choses, même si on n'a pas encore tout compris précisément la fonctionnalité. Je dis on a décrypté environ 5% du génome, c'est-à-dire qu'en fait, les morceaux de séquences en 4 lettres AGCT pour lesquels on a pu faire un décryptage, eh bien, en fait, ce sont des séquences pour lesquelles on a pu déterminer une ou quelques fonctions biologiques qui se cachent derrière, et ces séquences pour lesquelles on a pu faire ce décryptage, c'est ce qu'on appelle des gènes. Alors les gènes, ils sont répartis sur tous nos chromosomes, et l'essentiel des gènes que nous avons décryptés, ce qui est loin d'être le cas de tous les gènes, mais ceux que nous avons essentiellement décryptés aujourd'hui sont des gènes qui détiennent le secret de fabrication des protéines. Oui, mais c'est quoi les protéines ? Eh bien, les protéines, ce sont des grandes molécules qui sont constituées par l'enchaînement à la queue leu, non pas de 4, mais de 20 molécules différentes qu'on appelle des acides aminés, et que j'ai représentés ici par des petites perles de 20 couleurs différentes. Et donc, vous voyez que quand on passe du gène, de l'ADN, à la protéine, on passe d'un langage génétique en 4 lettres AGCT à un langage protéique en 20 lettres, les 20 acides aminés, et passer d'un langage à un autre, ça s'appelle la traduction. Ce n'est pas un terme de vulgarisation que j'utilise pour la circonstance cet après-midi, c'est le véritable terme utilisé en biologie. On dit que les cellules traduisent les gènes en protéines. Toutefois, et vous le savez, et ça a été dit par Patricia ce matin, on ne passe pas directement de l'ADN aux protéines. On peut aisément le comprendre pour des cellules comme les nôtres qui ont un noyau, même si c'est vrai aussi pour les cellules qui n'en ont pas, les bactéries. Les bactéries, c'est donc organismes unicellulaires, ont un seul chromosome et il n'est pas enfermé dans un noyau. D'accord ? Mais malgré tout, ça marche comme pour nous. Simplement, c'est peut-être plus facile à comprendre dans le cas des cellules comme les nôtres qui ont un noyau, qu'on ne puisse pas passer directement de l'ADN aux protéines. Tout simplement, pourquoi ? Bien parce que où sont les chromosomes ? Ben dans le noyau. Et où sont fabriquées les protéines ? À l'extérieur du noyau, dans la partie violacée, là qu'on appelle le cytoplasme. Comment voulez-vous traduire un livre dans votre bureau si le livre est dans la cuisine ? Que feriez-vous ? Vous le rapatrieriez dans le bureau. Mais ici, on ne peut pas rapatrier les chromosomes dans le cytoplasme parce que les chromosomes sont enfermés dans le noyau et ils n'en sortent pas. Ils y sont confinés. Et c'est un confinement strict. Alors, il faut un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est un ARN. L'ARN, c'est toujours une molécule qui porte le langage génétique en 4 lettres, sauf que les T sont remplacés par des U. Mais c'est toujours le langage génétique AGCU. Et cet ARN n'est pas un double brin comme l'ADN, mais un simple brin. Et cet ARN, on l'appelle aussi un transcrit parce que c'est le résultat d'un processus qui s'appelle la transcription. On transcrit le langage génétique en 4 lettres AGCT contenu dans une molécule d'ADN en un langage génétique en 4 lettres AGCU contenu dans une molécule d'ARN. Mais où est-ce qu'est fabriqué l'ARN ? Bien là où se trouve l'ADN, c'est-à-dire dans le noyau. Vous allez me dire, ben alors, on n'a rien résolu. Si, parce que contrairement à l'ADN, l'ARN a des autorisations de sortie qu'il se signe lui-même et il va donc pouvoir quitter le noyau pour aller dans le cytoplasme où il va être pris en charge par la machinerie de traduction.
Donc, 2 étapes pour passer de l'ADN aux protéines, la transcription qui est nucléaire dans le noyau, la traduction qui est cytoplasmique dans le cytoplasme. Alors, tous les gènes ne permettent pas de faire des protéines. Il y a des gènes qui permettent de faire simplement des ARN. Dans ce cas particulier où on a affaire à un gène qui donne une protéine, l'ARN n'est qu'un intermédiaire. Il joue le rôle de messager. D'où le nom d'ARN messager dont on a tant entendu parler pendant la période que nous venons de vivre. D'accord? Eh bien, il y a des gènes qui ne permettent pas de faire des protéines, donc ils sont transcrits en un ARN qui n'est pas un ARN messager, qui n'est pas un intermédiaire, qui est un ARN qui porte un autre nom. Il y en a plein de types, plein de catégories d'ARN différents, qui sont des produits finis et qui vont servir à tout un tas d'autres choses absolument indispensables à la vie également. Voilà, donc, mais dans le cas des gènes qui codent des protéines, vous avez bien sûr la transcription, puis la traduction. Alors, question de nomenclature, parce que c'est des termes qu'on entend souvent. L'ensemble des gènes, je l'ai dit, c'est le génome. L'ensemble des transcrits, c'est le transcriptome. L'ensemble des protéines, c'est le protéome. Ouais, en biologie, on adore les mots en ome. Le secrétome, c'est l'ensemble des facteurs de sécrétion. L'exposome, c'est l'ensemble des facteurs d'exposition aux polluants environnementaux, comme les perturbateurs endocriniens. J'ai des collègues qui travaillent sur les éléments mobiles du génome, ça doit s'appeler le mobilome, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, on adore ça. Alors, j'ai dit, tous les gènes ne permettent pas de faire des protéines, mais un gène, à un moment donné où on dit qu'un gène s'allume, ça veut dire qu'il est transcrit, quelle que soit la nature de ce transcrit. Si c'est un intermédiaire pour faire une protéine, ce sera un ARN messager. Si ce n'est pas un intermédiaire, ce sera un ARN produit fini, mais peu importe. On aura, quand le gène s'allume, eh bien, une étape de transcription sur laquelle on va donc focaliser juste un instant. Comment fait-on pour allumer un gène? Eh bien, exactement comme pour allumer la pièce. Je cherche l'interrupteur et avec mon gros doigt, j'appuie dessus. Eh bien ici, pour les gènes, il y a aussi un interrupteur qui est en fait une séquence qui fait en fait partie du gène, mais qui est située, disons, allez, un petit peu en amont de la partie véritablement centrale du gène. Et cette séquence, on appelle ça un promoteur, c'est en fait un interrupteur. Cet interrupteur, il peut être off, et on dit que le gène est éteint. Hein, et il peut être on. Par exemple, si vous prenez le gène de l'insuline, ben, il est partout, le gène de l'insuline. On l'a dans le cerveau, on l'a dans le cœur, on l'a dans le foie, on l'a dans le rein, on l'a dans la peau, mais il ne fonctionne que dans certaines cellules du pancréas. Donc il est éteint partout ailleurs, sauf dans certaines cellules du pancréas où il va être allumé. Mais il n'est pas allumé tout le temps. Il est allumé quand le taux de sucre dans le sang augmente, c'est-à-dire grosso modo pour nous adultes, 3 fois par jour après les repas. D'accord? Donc voilà, le gène va être éteint et puis à un moment donné, il va être allumé. Et s'il est allumé, ça veut dire qu'il est transcrit. Et si ce transcrit est un ARN messager, ça veut dire que derrière, il y a une protéine donc, qui va être fabriquée. Mais pour appuyer sur l'interrupteur et passer de l'état off à l'état on, ou de l'état on à l'état off, c'est-à-dire éteindre le gène, eh bien, il faut un gros doigt qui appuie dessus. Ce gros doigt, c'est quoi? Ce sont des protéines. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir 2, il peut y en avoir 3, il peut y en avoir 4, il peut y en avoir 5. J'en ai représenté 3 ici, verte, jaune, rouge, qu'on appelle des facteurs de transcription. Alors, soit ce sont des activateurs, c'est-à-dire qu'ils vont allumer l'interrupteur, d'accord? Donc, en fait, pour qu'un gène soit transcrit, il faut qu'il y ait une enzyme qui s'appelle une ARN polymérase, qui vient se fixer sur le promoteur, et puis qui va fabriquer l'ARN qui va lire l'ADN. D'accord? Sauf que cette ARN polymérase, elle a besoin d'être stimulée, elle a besoin d'être stabilisée, parce qu'elle a du mal à tenir l'équilibre sur l'interrupteur. Eh bien, dans ce cas-là, ce sont des activateurs de transcription. Parfois, ce sont au contraire des protéines qui vont empêcher l'ARN polymérase de fabriquer l'ARN. Ce sont alors des répresseurs de transcription, donc des doigts qui allument ou des doigts qui éteignent. C'est là la différence avec ma métaphore, c'est que moi, mon doigt, il peut allumer et éteindre. Et en plus, il peut s'appuyer sur n'importe quel interrupteur. Ici, dans l'hôtel, chez moi, chez vous, bon, voilà. Alors que là, les doigts qui viennent appuyer sur les interrupteurs sont spécifiques de certains gènes, de certains interrupteurs. Ce n'est pas les mêmes protéines qui allument le gène de l'insuline et le gène de l'actine ou le gène d'autre chose, évidemment, évidemment, je le précise. Et puis, ce n'est pas forcément les mêmes doigts qui vont allumer
et qui vont éteindre. Voilà la différence. Mais voilà comment ça fonctionne. Venons-en maintenant au mécanisme d'action des perturbateurs endocriniens, parce que quand j'ai dit dans le titre « Impact des polluants sur la mitochondrie et sur l'homéostasie du fer », quand je dis les polluants, je parle des polluants environnementaux, parmi lesquels il y a avant tout des perturbateurs endocriniens. Il y a des pesticides, la plupart des pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Il y a des métaux lourds, beaucoup de métaux lourds sont des perturbateurs endocriniens. Et puis il y a des polluants qui sont des perturbateurs endocriniens sans être des pesticides et sans être des métaux lourds. Mais vraiment, beaucoup de polluants sont des polluants qu'on appelle organiques persistants, des POP, et qui sont en fait des perturbateurs endocriniens. Alors voyons comment ça fonctionne. Alors c'est pas le seul... je ne vais pas vous présenter tous les modes d'action parce qu'il y en a énormément. Je vais vous présenter les deux principaux. Mais pour savoir comment agissent les perturbateurs endocriniens, il faut d'abord savoir comment agissent les hormones quand tout va bien, c'est-à-dire quand ce n'est pas perturbé. Alors, on va représenter deux cas de figure. Les hormones hydrophiles, il n'y en a pas beaucoup d'hormones hydrophiles. C'est par exemple les hormones sécrétées par l'hypothalamus, qui est en quelque sorte le chef d'orchestre du système endocrinien, et qui sécrète l'ocytocine et l'hormone antidiurétique, qu'on appelle aussi la vasopressine, qui sont des hormones hydrophiles. C'est des enchaînements de quelques acides aminés, des tout petits, on appelle ça des peptides. D'accord ? Et puis, vous avez les hormones stéroïdiennes, donc, dont les hormones sexuelles, bien sûr, les hormones thyroïdiennes, eh bien, qui sont, elles, lipophiles. Alors, je fais deux cas de figure, parce que vous allez voir qu'il y a une petite différence, même si ce n'est pas majeur. Mais je représente dans chaque cas une cellule avec son noyau à l'intérieur de laquelle se trouvent les chromosomes. Alors, comment ça fonctionne ? Vous comprenez bien que si l'hormone est hydrophile, elle ne pourra pas traverser la membrane toute seule, puisque la membrane, c'est une bicouche de graisse. Et donc, elle va devoir être prise en charge par un récepteur, donc une protéine, un enchaînement de petites perles de toutes les couleurs, hein, une protéine, un enchaînement d'acides aminés, un récepteur qui est enchâssé dans la membrane plasmique, qu'on appelle donc un récepteur membranaire. Et l'hormone vis-à-vis du récepteur va se comporter exactement comme une clé vis-à-vis de la serrure. La clé vient dans la serrure. Et là, deux possibilités. Soit le complexe hormone-récepteur est internalisé par un phénomène d'invagination de la membrane plasmique qu'on appelle le phénomène d'endocytose, et à ce moment-là, le complexe se retrouve internalisé dans la cellule. Il peut même pénétrer dans le noyau et aller se fixer sur certains promoteurs pour jouer le rôle d'activateur allumé des gènes ou répresseur éteindre des gènes de transcription. Donc voilà comment le complexe hormone-récepteur peut aller moduler l'activité de nos gènes. Dans le cas d'ici, c'est simplement la même chose, sauf que parfois, le complexe hormone-récepteur n'est pas internalisé. Simplement, quand l'hormone vient se fixer sur le récepteur, c'est comme quand vous mettez la clé dans la serrure. Ça change la géométrie de la serrure puisque vous allez tourner le barillet. Bien ici, c'est pareil. Vous fixez l'hormone sur le récepteur, ça va provoquer un changement de structure du récepteur bleu. Ce changement de structure se fait ressentir côté cytoplasme et va provoquer une cascade d'événements qui va aboutir à la mobilisation de facteurs de transcription, soit des activateurs, dans le cas que j'ai représenté ici sous vos yeux, soit des répresseurs qui vont éteindre des gènes. Dans le schéma de droite, c'est exactement la même chose, sauf que l'hormone étant lipophile, elle n'a besoin de personne pour pénétrer dans la cellule. Ce n'est donc qu'une fois à l'intérieur de la cellule qu'elle va être prise en charge par des récepteurs qui ne sont plus membranaires cette fois-ci, mais intracellulaires, et ces complexes hormones-récepteurs peuvent pénétrer dans le noyau et aller se fixer sur les promoteurs, les interrupteurs d'un certain nombre de gènes pour les allumer ou pour les éteindre. Vous voyez donc que l'une des finalités, ce n'est pas la seule, mais l'une des finalités de nos hormones, c'est de moduler l'activité de nos gènes en réponse à un signal extérieur. Ce signal extérieur, il aboutit toujours à la mobilisation d'hormones. Ça peut être un signal nutritionnel. Je prenais l'exemple tout à l'heure de l'insuline. L'insuline est une hormone. Le pancréas fait partie des glandes endocrines. Donc les glandes endocrines sécrétant des protéines qui passent dans le sang pour agir à distance. Eh bien, quand le taux de sucre dans le sang augmente, eh bien, à ce moment-là, il y a fabrication au niveau du pancréas d'insuline
Donc pour aller, l'insuline va passer dans le sang, elle va permettre au sucre de rejoindre le cerveau, les muscles, tous les organes qu'on a besoin, et donc de ramener la glycémie à un taux normal. D'accord? Eh bien, là, c'est un signal nutritionnel. C'est l'augmentation du taux de sucre dans le sang qui déclenche l'allumage du gène de l'insuline. Ça peut être un signal environnemental au sens large. Quand je dis environnement, je ne parle pas seulement du trou du cul des oiseaux, c'est vraiment l'environnement au sens large. C'est-à-dire que ça peut être le stress, ça peut être la peur, ça peut être le plaisir, ça peut être l'affect, comme l'a très bien dit Valérie ce matin, avec les rats mal léchés et les rats bien léchés de Michael Minet de l'Institut Douglas à Montréal, et non pas de Michael Douglas de l'Institut Minet. Donc, vous voyez que là, on va donc moduler l'expression des gènes en réponse à un signal extérieur. Et la modulation de l'expression des gènes en réponse à un signal extérieur, ça s'appelle l'épigénétique. Vous voyez? Donc, Patricia l'a expliqué ce matin, la génétique, c'est l'étude des gènes. L'épigénétique, c'est l'étude de la façon dont les gènes sont allumés ou éteints en réponse à des signaux extérieurs. Voilà. Si le gène était une ampoule, quand vous faites une mutation, c'est-à-dire que vous changez une lettre AGCT par une autre, c'est l'ampoule qui est grillée. Quand le gène est perturbé par ce qu'on appelle une épimutation, c'est-à-dire une modification chimique du gène sans changer la séquence AGCT, eh bien, à ce moment-là, c'est l'ampoule qui s'allume alors qu'elle devrait être éteinte ou l'ampoule qui s'éteint alors qu'elle devrait être allumée. Voilà la différence entre la génétique et l'épigénétique. Et donc, l'une des finalités de nos hormones, c'est de moduler notre épigénétique. Comment les perturbateurs endocriniens viennent foutre le bordel là-dedans? Eh bien, de deux manières, il y en a d'autres, mais je vais parler de deux principales. Patricia l'a évoqué ce matin, je reviens juste dessus brièvement, parce que je vais vraiment en avoir besoin tout à l'heure. L'effet mimétique. L'effet mimétique, c'est-à-dire que certains perturbateurs endocriniens se font passer pour l'hormone, parce qu'ils ont la même gueule. Par exemple, les retardateurs de flamme, qu'on appelle les polybromodiphényléthers, les PBDE, c'est un gros mot, mais vous connaissez tous, il en a été question, les retardateurs de flamme. Ils sont partout, ces retardateurs de flamme. Il y en a partout, comme ça a été dit, partout, 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 sauf peut-être à la cathédrale Notre-Dame, mais sinon, il y en a partout. Eh bien, ces perturbateurs endocriniens, ces PBDE, ressemblent comme deux gouttes d'eau à la thyroxine T3. Et donc, ils vont perturber la thyroïde, d'accord, par effet mimétique. Mais ce n'est pas les seuls, on va le voir. Je vais vous parler tout à l'heure de perturbateurs endocriniens qui agissent par mimétisme avec les oestrogènes. Eh bien, imaginez, là, l'hormone n'est pas là. L'hormone, c'est votre clé qui rentre dans la serrure. Vous n'êtes pas là, donc votre clé n'est pas là, devant votre porte. Mais il y a le perturbateur endocrinien. J'ai remplacé l'hormone losange orange par un perturbateur endocrinien losange vert. J'ai remplacé l'hormone ovale rose par le perturbateur endocrinien ovale marron. Mais c'est toujours un ovale ou c'est toujours un losange, même structure, même gueule. Alors, je reprends ma métaphore de la clé dans la serrure, vous n'êtes pas là. Donc votre clé, qui est l'hormone, n'est pas là. Mais quelqu'un a copié la clé. Et cette personne est devant votre porte. Et elle met la clé dans la serrure. Et elle ouvre votre porte. Et donc, ça veut dire qu'elle va provoquer l'allumage de gènes ou l'extinction de gènes. Vous allez me dire, bah, c'est pas grave. C'est pas l'hormone qui l'a fait, c'est le perturbateur endocrinien, mais bon, c'est allumé, c'est éteint. Oui, mais ça ne devrait pas. Votre porte ne devrait pas être ouverte puisque vous n'êtes pas là. Et donc, l'hormone n'est pas là, ces gènes n'auraient pas dû être allumés, mais ils le sont parce que le perturbateur endocrinien s'est fait passer pour l'hormone. Ça, c'est l'effet mimétique. Deuxième grand mécanisme, c'est l'effet d'inhibition ou de compétition. Ça veut dire quoi? Compétition entre qui et qui? Ben, entre le perturbateur endocrinien et l'hormone. Donc je remets l'hormone. Là, vous êtes devant votre porte avec votre clé. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est devant votre porte avec la clé qu'il a copiée. Et c'est évidemment, s'il y a perturbation endocrinienne, c'est que c'est le perturbateur endocrinien qui remporte la compétition. Sinon, il n'y aurait pas de problème. Comment c'est possible que ce soit l'autre avec sa clé copiée qui met la clé le plus facilement dans votre serrure? Ben, la vôtre, vous l'utilisez depuis longtemps, elle est un peu limée, elle accroche. La sienne est toute neuve, boum, elle rentre dans la serrure. Le perturbateur endocrinien a encore plus d'affinité pour le récepteur bleu que l'hormone elle-même.
d'accord? Ou le récepteur vert ici. Et donc, du coup, c'est le perturbateur endocrinien qui se fixe. Là, vous allez me dire, bah, ok, d'accord, bon, c'est pas moi qui vais ouvrir la porte, c'est la personne qui est venue avec la clé copiée, mais je suis là, devant ma porte. Donc, c'est moi qui vais rentrer dans l'appartement. Hein? Et donc, c'est pas très grave si c'est pas moi qui ai ouvert la porte. Eh bien, non. C'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'en fait, la clé qui a été copiée, elle rentre super bien dans la serrure, mais elle n'est pas bien copiée quand même, elle a un défaut, elle bloque le barillet. Et tout se bloque. Et à ce moment-là, ces gènes qui auraient dû être allumés parce que l'hormone est là, ne le sont pas parce que le perturbateur endocrinien a pris la place de l'hormone mais n'a pas fait le boulot jusqu'au bout. Voilà les deux grands mécanismes d'action des perturbateurs endocriniens. Venons-en maintenant aux mitochondries et au métabolisme cellulaire. Alors, les mitochondries, j'en ai représenté 4 ici, mais évidemment, il y en a beaucoup plus que 4. Hein. Il y en a beaucoup plus que 4, et il y en a, alors ça dépend des cellules, mais les cellules qui ont le plus de mitochondries sont les cellules musculaires. Parce que ce sont les centrales énergétiques de nos cellules, les mitochondries. Donc plus une cellule a besoin d'énergie, plus elle a de mitochondries. Vous pouvez avoir plusieurs milliers de mitochondries par cellule. D'accord ? Donc là, pour des raisons didactiques, j'en ai représenté que 4, mais il y en a beaucoup plus. Alors, on va faire le noyau ici. Vous avez le noyau avec l'ADN dans le noyau, qui sont les chromosomes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et vous avez les mitochondries. D'accord ? Et les mitochondries, elles ont aussi de l'ADN, qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Et d'ailleurs, quand on dit qu'un enfant a autant d'ADN de son père que de sa mère, ce n'est pas vrai. C'est vrai pour l'ADN chromosomique, celui qui est dans le noyau, puisque là, vous avez 23 paires de chromosomes, sauf dans les spermatozoïdes où les chromosomes sont célibataires, et dans les ovules aussi. Donc, quand un spermatozoïde rencontre un ovule, ça fait 23 plus 23, 46, c'est reparti pour un tour. D'accord ? Mais les mitochondries ont de l'ADN, et les mitochondries sont apportées par la maman. C'est une hérédité maternelle. D'accord ? Le spermatozoïde, il a les mitochondries. Mais c'est quoi un spermatozoïde ? C'est un noyau avec un flagelle derrière qui pousse. Et puis voilà. Et les mitochondries sont essentiellement à l'extrémité du flagelle, là où il y a besoin de beaucoup d'énergie. Quand le noyau va rentrer dans l'ovule, il y a peut-être 2-3 mitos qui vont rentrer avec, mais c'est tout. Mais la plupart des mitos, elles sont apportées par la mère. Donc c'est une hérédité, effectivement, maternelle. Alors, si on regarde d'un peu plus près la mitochondrie, la voici. Vous avez, dans la mitochondrie, elle est limitée par une membrane qui est en beige ici, qu'on appelle la membrane externe. Vous avez une deuxième membrane qui est représentée en blanc et qui fait des replis, des invaginations, donc qu'on appelle la membrane interne. Entre les deux membranes, il y a un espace délimité par ces deux membranes qui est représenté en bleu foncé, qui s'appelle l'espace intermembranaire. Et puis, vous avez à l'intérieur de la membrane interne, qui est représentée en gris clair, là, eh bien, la matrice mitochondriale dans laquelle on va trouver l'ADN mitochondrial, qui n'est pas un ADN linéaire comme nos chromosomes, mais un ADN circulaire et qui est entortillé, qui est surenroulé. Ça a d'ailleurs une importance absolument magique. Mais je ne suis pas là pour parler de ça aujourd'hui, mais c'est vraiment génial, le coup de l'entortillement de l'ADN ici. Alors, nos chromosomes sont présents en 2 exemplaires dans chacune de nos cellules, un hérité du papa, un hérité de la maman. L'ADN mitochondrial, il n'y a pas plusieurs ADN différents. C'est le même, ça, que ça, que ça. J'ai représenté 3 molécules, il peut y en avoir des centaines de molécules d'ADN, mais c'est 100 fois la même. Donc si vous avez 1000 mitochondries et 100 molécules d'ADN mitochondrial par mitochondrie, ça fait 100 000 molécules d'ADN mitochondrial par cellule. D'accord ? Mais c'est le même ADN qui est représenté plein de fois. D'accord ? Voilà. Alors, là, vous avez donc l'ADN mitochondrial circulaire et surenroulé. Et, n'ayez pas peur, dans les cellules et dans les mitochondries, normalement, puisqu'elles font partie de la cellule, se passe tout un tas de réactions chimiques qu'on appelle des réactions biochimiques, qui constituent ce qu'on appelle le réseau métabolique, dont je vous donne un aperçu simplifié ici. Ça, c'est le schéma du réseau métabolique de base. Bien sûr, certaines cellules
vont faire des réactions métaboliques que ne font pas d'autres. Dans le cœur, on n'aura pas les mêmes réactions métaboliques que dans le pancréas, que dans le foie, etc. Donc, mais il y a un réseau de base, on va dire. Voilà, c'est un véritable réseau autoroutier. Chaque trait, c'est un processus métabolique. Chaque point, c'est une enzyme, une protéine qui bosse. D'accord? Et puis, comme dans les réseaux autoroutiers, ben, vous avez éventuellement des ronds-points. Là, regardez, il y a un rond-point là. C'est le rond-point qui donne des boutons à plein de gens, celui-là. C'est le cycle de Krebs sur lequel je vais revenir. Et du rond-point part des routes. Puis vous avez des carrefours avec plein de routes qui partent dans tous les sens. Enfin bref, magnifique réseau autoroutier, réseau métabolique. Voilà ce que c'est ce réseau métabolique. Alors pour étudier le réseau métabolique, on va essayer de le simplifier quand même un petit peu. Et pour le simplifier, je vais faire des compartiments. Ce ne sont pas des compartiments physiques. Ce ne sont pas des compartiments réels. Ce sont des compartiments fictifs qui vont me permettre de simplifier les choses. Et ces compartiments fictifs, ce sont des compartiments par la taille des molécules qu'on y trouve. D'accord? Alors, voilà, je vais faire un premier compartiment dans lequel on va trouver des très grosses molécules qu'on appelle des polymères. Ces polymères, c'est donc la répétition un grand nombre de fois d'un monomère. C'est les protéines, c'est les acides nucléiques, c'est-à-dire ADN, ARN, c'est les polysaccharides, c'est les lipides. Dans le deuxième compartiment fictif, je vais mettre les monomères qui constituent les polymères. Vous avez les acides aminés qui sont les monomères des protéines. Et les nucléotides, AGCT ou AGCU, qui sont les monomères des acides nucléiques. Les sucres qui sont les monomères des polysaccharides. Et puis vous avez les acides gras. 3 acides gras estérifient les 3 fonctions alcool du glycérol pour faire des triglycérides, donc des lipides. Donc acide gras, glycérol, les monomères des lipides. Mais ces monomères, on les fabrique avec des molécules qu'on appelle des intermédiaires métaboliques. C'est le compartiment numéro 3. C'est le pyruvate, c'est l'acétyl-CoA, c'est les intermédiaires du cycle de Krebs. Et bien sûr, pour faire ces molécules pyruvate, acétyl-CoA intermédiaires du cycle de Krebs, il faut des toutes petites molécules qui sont l'eau, le dioxyde de carbone, l'oxygène, l'ammonium, NH3. D'accord? Et donc vous voyez que le métabolisme va consister, soit à passer des polymères vers les petites molécules, ça s'appelle le catabolisme et c'est libérateur d'énergie, soit au contraire, à partir des petites molécules, on va faire les intermédiaires, puis les monomères, puis les polymères, c'est l'anabolisme qui, lui, est consommateur d'énergie. Je vais maintenant éclater un peu mon schéma. Je vais retrouver les 3 compartiments fictifs, mais de façon un peu plus détaillée. Vous avez ici les polymères, protéines, acides nucléiques, polysaccharides, lipides. Vous avez les monomères, acides aminés pour les protéines, nucléotides pour les acides nucléiques, monosaccharides pour les sucres, glycérol, acides gras pour les lipides. Et à la jonction entre le compartiment 2 et le compartiment 3, vous allez avoir certains molécules qui, par exemple, le glucose, c'est un des monosaccharides, à partir duquel on va pouvoir, par exemple, faire d'autres sucres. Donc, c'est vraiment un monosaccharide central qui va être dégradé ou qui va être synthétisé à partir de ou dégradé en glycéraldéhyde 3-phosphate, puis en pyruvate, le pyruvate donnant l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA étant à l'intersection entre le compartiment 2 et le compartiment 3, l'acétyl-CoA alimente le cycle de Krebs. D'accord? Et ce cycle de Krebs permet un dégagement de CO2, c'est le CO2 que nous expirons. D'accord? Mais le cycle de Krebs ne sert pas qu'à ça. Le cycle de Krebs sert à fournir des molécules qu'on appelle des donneurs d'électrons. Ces donneurs d'électrons sont des molécules qui vont donner des électrons. À qui? À des passeurs d'électrons. Ces passeurs d'électrons sont nombreux, c'est une chaîne qu'on appelle la chaîne respiratoire, qui va permettre donc de transférer les électrons. Donc vous avez les donneurs d'électrons qui sont fabriqués par le cycle de Krebs et qui passent les électrons au voisin. Et l'autre voisin, il passe à l'autre voisin. Et vous voyez, il passe à l'autre voisin. Et qui c'est qui est au bout de la chaîne? L'oxygène, qui quand il chope les électrons, chope aussi des protons, ça va avec, électrons chargés moins, protons chargés plus, et ça va faire une molécule d'eau. Donc l'oxygène nous est apporté de l'extérieur, c'est l'accepteur final des électrons.
on consomme de l'oxygène, on rejette du CO2. Et ça s'appelle la chaîne respiratoire. Sauf que donner des électrons, c'est du catabolisme. Et le catabolisme est libérateur d'énergie. Et à quoi va servir l'énergie libérée par le transfert d'électrons? À faire de l'ATP, c'est-à-dire à phosphoryler de l'ADP, pour faire de l'ATP, de l'adénosine triphosphate, qui est la molécule énergétique par excellence. Donc l'énergie libérée par le transfert des électrons permet de faire de l'ATP, et ça consomme beaucoup d'énergie. Pour faire une molécule d'ATP, il faut 25 kJ par mol d'ATP. Une mol, c'est 6,023 molécules. Voilà, donc vous voyez un petit peu, il faut beaucoup d'énergie. Voilà comment on peut résumer le métabolisme. Bien sûr, si on s'intéresse aux plantes, il faut rajouter la photosynthèse, qui va utiliser le CO2, donc avec de l'énergie lumineuse pour faire des molécules carbonées, pour refaire ce type de molécules, etc. Mais nous, on ne s'intéresse pas aux plantes, donc on va oublier cela et on va focaliser sur ce métabolisme. Et comme je vais m'intéresser aux mitochondries, je vais m'intéresser à la partie de ce métabolisme qui est dans les mitochondries. C'est ça. Je vais donc zoomer sur cette partie et notamment donc cycle de Krebs et chaîne respiratoire. Voici le cycle de Krebs. Pas d'évanouissement. Cycle de Krebs, 8 activités enzymatiques qui se suivent. Pardon. Ah ouais, j'ai du mal. Bon, là. 8 activités enzymatiques qui se suivent. Alors, comment c'est quoi le cycle de Krebs? Regardez. Le cycle de Krebs, c'est un cycle. Il est alimenté par là. À chaque tour de cycle, il y a une molécule qui rentre qui s'appelle un acétyl. Un acétyl, c'est 2 carbones. C'est de l'acétyl-CoA. Le coenzyme, c'est le transporteur d'acétyl. Dès que le transporteur a viré son chargement, il repart faire le plein. Vous voyez, coenzyme, hop, il repart. Bon, on oublie ça maintenant. Acétyl, 2 carbones. Oxaloacétate, 4 carbones. L'acétyl fusionne avec l'oxaloacétate, ça fait une molécule à 6 carbones, qui s'appelle le citrate. D'accord? Et bien sûr, on va revenir à une molécule à 4 carbones. 6 le citrate, 4 l'oxaloacétate. Donc, quand on revient là, ça veut dire qu'on a perdu 2 carbones. Eh bien oui, c'est les 2 carbones qui sont là. Les 2 molécules de CO2 qu'on libère à chaque tour de cycle de Krebs. D'accord? Mais je le disais, le cycle de Krebs permet de fabriquer des molécules qui sont des donneurs d'électrons. Les donneurs d'électrons sont représentés en rose. NADH, 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 FADH2. Ce sont les 2 molécules qui sont des donneurs d'électrons. Alors, pour être donneur d'électrons, il faut être chargé en protons aussi, parce qu'électron c'est négatif, proton c'est positif, et ça va ensemble. Okay? Donc voilà, ces donneurs d'électrons. Qui vont les donner à qui? Ben, aux passeurs d'électrons. C'est-à-dire aux acteurs de la chaîne respiratoire. Ils donnent leurs électrons, donc transfert d'électrons. Parmi ces passeurs de la chaîne respiratoire, il y a le coenzyme Q10, il y a les cytochromes, d'accord? Et je vous ai dit, ça libère de l'énergie. Cette énergie, alors d'abord, quand le NADH a donné son électron, il a donné en même temps un proton, il redevient NAD. Quand le FADH2 a donné 2 électrons, il a donné 2 protons, il redevient FAD. Et NAD et FAD retournent alimenter le cycle de Krebs pour redevenir NADH, FADH2 et revenir, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. D'accord? Et les électrons sont transférés. L'accepteur final des électrons, c'est l'oxygène qui est réduit en eau. Et l'énergie de transfert d'électrons, je l'ai dit, permet de faire de l'ATP par phosphorylation de l'ADP. On appelle ça une phosphorylation oxydative. Pourquoi oxydative? Parce que le transfert d'électrons, c'est une oxydation. Et donc, la phosphorylation de l'ADP couplée au transfert d'électrons s'appelle une phosphorylation oxydative. OK. Mais pour pouvoir transférer les électrons, c'est une bonne chose de les transférer, mais il faut l'accepteur final. L'accepteur final, c'est l'oxygène, donc il faut de l'oxygène. Mais qui c'est qui transporte l'oxygène? C'est l'hémoglobine. Et dans l'hémoglobine, il y a de l'hème. Et qui c'est qui fabrique l'hème? Un intermédiaire du cycle de Krebs qui s'appelle le succinyl-CoA. L'hème qui permet de transporter l'oxygène est fabriqué
à partir du succinyl-CoA. C'est super joli. Le cycle de Krebs fournit les donneurs d'électrons qu'alimente la chaîne respiratoire, dont l'accepteur final est l'oxygène. Mais pour avoir de l'oxygène, il faut de l'hémoglobine. Pour avoir de l'hémoglobine, il faut de l'hème. Et pour avoir de l'hème, il faut que tourne le cycle de Krebs pour produire du succinyl-CoA, qui est le précurseur de l'hème. C'est magnifique. C'est magnifique. D'accord? Mais ce n'est pas fini. Alors maintenant, on va regarder comment ça se situe, ça, dans la mitochondrie. Alors si je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour le plaisir de vous embêter avec plein de notions détaillées. C'est pour comprendre comment les polluants viennent foutre le bordel. Vous allez voir. Alors, je reprends ma mitochondrie. Je l'ai dit, membrane externe, la grosse membrane épaisse qui est là. Membrane interne, la petite membrane qui fait des replis. Entre les deux, bleu foncé, espace intermembranaire. À l'intérieur de la membrane interne, matrice mitochondriale. Donc, 4 compartiments. La membrane étant considérée aussi comme un compartiment. D'accord? Les membranes. Alors, je vais faire une coupe ici pour voir les 4 compartiments que je vais grossir. Voilà. La membrane externe, l'espace intermembranaire, la membrane interne, la matrice mitochondriale. Où se situe le cycle de Krebs? Le cycle de Krebs se situe dans la matrice mitochondriale. Le cycle de Krebs, je l'ai dit, va à chaque tour libérer 2 molécules de CO2, mais permet de fournir les donneurs d'électrons qui sont NADH, FADH2. Où a lieu le transfert des électrons, la chaîne respiratoire? Alors, elle a lieu dans la petite membrane interne qui est là. Comme ce n'est pas facile à représenter, vous allez m'autoriser le fait de la faire ici. Alors, si vous prenez des photos et que vous montrez ça à certaines personnes, ils vont vous dire, mais Vélo, il vous a raconté des conneries, parce que la chaîne respiratoire, elle n'est pas dans la matrice, elle est dans la membrane interne. Vous leur répondrez que c'était une licence didactique. D'accord? Parce que sinon, ça va être trop serré, mon schéma. Donc, mais effectivement, c'est dans la membrane interne, la grande flèche orange, est dans la membrane interne. Donc, les électrons vont être transférés. Le transfert de ces électrons, qui aboutit à l'oxygène qui est réduit en eau, je l'ai dit, libère de l'énergie. À quoi sert cette énergie? Vous allez me dire, synthétiser de l'ATP. Pas tout de suite. Cette énergie, elle va servir dans un premier temps à autre chose. Il faut savoir que quand les passeurs d'électrons passent les électrons, ils prennent en même temps des protons. Électrons, protons, charge moins, charge plus. Sauf qu'ils sont hyper efficaces dans le transfert des électrons, ils ne sont pas toujours très doués dans le transfert des protons. Mais en fait, c'est normal qu'ils ne soient pas trop doués, ça fonctionne comme ça, et il faut que ça fonctionne comme ça. Donc, par exemple, vous leur passez un électron, un proton, hop, il passe l'électron, proton à côté. L'autre, il est là, il prend l'électron et le proton, hop, il passe l'électron, mais hop, il oublie le proton. Le troisième, il reprend un électron, un proton, il passe l'électron, et hop, il oublie le proton. Et ces protons qui sont oubliés, ils vont sortir de la chaîne. Et ils vont où? Dans l'espace intermembranaire. Et pour les faire rentrer dans l'espace intermembranaire, dans l'espace bleu, il faut de l'énergie. Pourquoi? Parce que dans l'espace intermembranaire, il y en a plein des protons. Et faire rentrer une molécule d'un endroit où elle n'est pas beaucoup concentrée vers un endroit où elle est beaucoup concentrée, ça s'appelle aller contre le gradient, il faut de l'énergie. C'est exactement quand vous gonflez le pneu. Le pneu a déjà de l'air dedans. Donc la pression à l'intérieur du pneu est supérieure à la pression à l'extérieur. L'air, il ne demande qu'une chose, c'est de ressortir, lui, si vous lui en donnez l'occasion. Par contre, si vous voulez continuer à faire rentrer de l'air dans le pneu, il faut de l'énergie, ou un compresseur, énergie électrique ou énergie musculaire, mais il faut de l'énergie pour faire rentrer l'air dans le pneu, parce que vous allez contre le gradient. Eh bien, pour faire rentrer les protons là-dedans, il faut de l'énergie. Et d'où vient cette énergie? Du transfert des électrons. Vous allez me dire, alors elle n'est pas utilisée pour faire de l'ATP? Si, mais dans un deuxième temps. Regardez, une fois que le pneu est gonflé, si vous appuyez sur la valve, l'air ne demande qu'à sortir. Si vous mettez une petite hélice devant la valve, elle va tourner l'hélice avec l'air qui sort.
vous transformez l'énergie potentielle du pneu en énergie cinétique de l'hélice. Et vous utilisez l'énergie du pneu. Eh bien, cette énergie qui est représentée par une accumulation de protons dans l'espace intermembranaire, ce n'est pas mon doigt qui vient appuyer sur la valve, ce sont des protéines qui viennent juste perturber un petit peu la membrane ici, là, et hop, les protons sortent. Libération d'énergie. Et à quoi elle sert, cette énergie? À faire de l'ATP. Et ça, le fait que ce soit en 2 étapes, c'est génial. C'est exactement comme le vélo et le cycliste. Le cycliste pédale, il fournit une énergie musculaire. Le vélo avance, énergie cinétique. Il y a donc transformation de l'énergie musculaire du cycliste en énergie cinétique du vélo. Mais comment c'est possible? Ben, il faut un couplage. C'est quoi le couplage? C'est le pédalier avec la chaîne. D'accord? Vous transformez l'énergie cinétique du musculaire du cycliste en énergie cinétique du vélo. Si le cycliste pédale à côté du vélo, ça ne marche pas. Il faut un couplage. Eh bien, dans ma métaphore ici, enfin dans ma mitochondrie, c'est quoi le cycliste qui pédale? C'est les électrons qui sont transférés. Ça libère de l'énergie. C'est quoi le vélo qui avance? C'est l'ATP qui est fabriqué. Et c'est quoi le pédalier? C'est l'accumulation de protons dans l'espace intermembranaire. Et les électrons sont tout le temps transférés, donc on accumule tout le temps des protons de noir vers blanc. Par contre, la sortie des protons blancs vers le noir ne se fait que quand on a besoin de faire de l'ATP. Et alors, si vous faites dérailler la chaîne du vélo, il n'y a plus de couplage. Vous avez entendu parler des agents découplants pour la respiration? Les polluants sont des agents découplants. Qu'est-ce qu'ils font? Les polluants, ils ne font pas que ça, on va voir, mais notamment, ils viennent faire des trous dans la membrane interne. C'est-à-dire qu'ils font un trou dans le pneu. Pneu à plat. Pression interne égale pression externe. Concentration blanche égale concentration noire. Plus de différence de pression, plus de réserve d'énergie. Et donc, vous ne pouvez plus fabriquer d'ATP. Vous avez fait dérailler la chaîne, le vélo n'avance plus, et le cycliste pédale comme un malade dans le vide. Eh bien, c'est ce qui arrive avec les agents découplants, les polluants, qui viennent découpler le système. Et ce sont, on les appelle comme ça, des agents découplants. Ils découplent, c'est-à-dire qu'il y a bien le transfert des électrons qui fournit de l'énergie, mais il n'y a plus la réserve d'énergie qui est créée ici sous forme d'accumulation des protons blancs dans l'espace intermembranaire, et donc plus possibilité de fabriquer de l'ATP. Voilà comment beaucoup de polluants vont venir foutre le bordel dans le métabolisme mitochondrial. Alors, voyons maintenant les cibles mitochondriales. Excusez-moi, j'ai chaud. Voyons maintenant les cibles mitochondriales des pesticides. En fait, les polluants, des pesticides, pas seulement, enfin des perturbateurs endocriniens, de tous les polluants environnementaux, pesticides et PE, enfin bon, voilà. Comment ils peuvent perturber la mitochondrie? Ils peuvent altérer la chaîne de transport d'électrons. C'est-à-dire que les passeurs d'électrons ne font plus leur boulot. Ils n'arrivent plus à passer les électrons efficacement. Et au lieu de laisser partir 4 protons, et c'est bien qu'ils les laissent partir pour qu'ils aillent s'accumuler dans l'espace bleu, eh bien ils en laissent passer 10, 15, 20. Et donc ce n'est pas efficace du tout. Vous allez voir, ça cause beaucoup de problèmes. Donc ça, c'est certains pesticides qui font ça. Ils peuvent avoir un effet découplant. Ils font sauter la chaîne du vélo. C'est-à-dire qu'ils percent la membrane interne, du coup, la surpression qu'il y avait dans le pneu, ben, il n'y en a plus, pression interne égale pression externe, le pneu est à plat, on ne peut plus utiliser l'énergie présente dans le pneu. Effet découplant. Dommage oxydatif, on va y revenir. Production de radicaux libres. Anomalie de la structure des mitochondries, altération de l'ADN mitochondrial, modification du nombre de copies de l'ADN mitochondrial. Eh bien, regardez bien ce qui va apparaître.
Tout ce qui va apparaître, je l'ai récupéré dans une dizaine, même pas, de publications scientifiques, et il y en a des centaines. Mais je ne pouvais pas tout mettre. Alors on retrouve souvent les mêmes molécules. Mais regardez, voilà. Altération de la chaîne de transport d'électrons, l'atrazine, le paraquat, pesticide, bisphénol A, perturbateur endocrinien, herbicide à base de glyphosate, dont le Roundup, etc. Rothénone, le rothénone, c'est un découplant. On l'utilise, nous, en laboratoire, quand on veut découpler dans la mitochondrie. Eh bien, certains l'utilisent comme pesticide pour empêcher certains prédateurs de plantes, prédateurs, que l'agriculture intensive a rendu prédateurs, on découple leur système respiratoire, du coup ils crèvent, d'accord? La rothénone, pesticide organochloré, le malathion, palathion, c'est pesticide organophosphoré, SDHI. SDHI, ça veut dire inhibiteur de la succinate déshydrogénase. La succinate déshydrogénase, c'est une enzyme de cycle de Krebs, mais elle a double rôle. Elle participe au cycle de Krebs et en plus, elle participe au transfert des électrons dans la chaîne respiratoire. Donc en fait, elle est dans la membrane interne, elle participe au cycle de Krebs côté matriciel de la mitochondrie et elle participe au transfert d'électrons dans la membrane interne. Donc le maneb, le dinoseb, qui sont vraiment des 2,4-D, etc. Après, là, ici, vous avez le mercure, le plomb, le cadmium, le paraquat, qui était déjà ici, le DDE, insecticide organochloré, herbicide à base de glyphosate, le dinoseb, qui était déjà là, le 2,4-D, qui était déjà là, l'arsenic, le mercure, le cadmium, enfin, je ne vous le fais pas tous. Vous voyez qu'il y en a plein qui sont communs dans plusieurs rubrique. Pourquoi? Parce que certains chercheurs ont étudié les effets mitochondriaux sur l'aspect découplant, d'autres sur les dommages oxydatifs, d'autres sur l'altération de la chaîne respiratoire, d'autres sur les anomalies structurales. Et ils ont trouvé des molécules qui font tous ces dégâts en même temps, c'est-à-dire qui ont plusieurs cibles mitochondriales. Alors en fait, c'est probablement le cas de la plupart de ces molécules, sauf que quand on cherche, on n'est pas toujours sûr de trouver, mais quand on ne cherche pas, on est sûr de ne pas trouver. Et évidemment, un chercheur ne peut pas s'intéresser à tout, et parfois, si les chercheurs ne s'intéressent qu'au transport des électrons, ils ne voient pas forcément l'effet découplant, et donc eux, ils ont vu que le D4D altérait, mais c'est une autre équipe qui a vu que le D4D avait un effet découplant, etc. Et donc, probablement que tous ces domaines se superposent et que les cibles sont souvent des cibles multiples pour les polluants dans les mitochondries. Regardez le nombre de publications dans lesquelles j'ai fait cette synthèse, à partir desquelles j'ai fait cette synthèse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est une de mon équipe, puisque moi, je travaille sur les effets des herbicides à base de glyphosate sur un champignon du sol qui s'appelle Aspergillus nidulans et dont on a mis en évidence donc, des effets sur la mitochondrie et des effets épigénétiques. Voilà, donc, mais il y en a plein, je n'ai pas mis toutes les publications, sinon le tableau, là, ce serait illisible. D'accord? Voilà, alors maintenant, on va s'intéresser aux dommages oxydatifs. Vous avez bien compris l'effet découplant, on fait sauter la chaîne, donc on fait du transfert d'électrons, mais on n'a plus le couplage avec la synthèse d'ATP. Ok, dommages oxydatifs. Comment ça se fait, les dommages oxydatifs? Eh bien, on focalise là-dessus un instant. Prenez la réduction de l'oxygène moléculaire en eau, puisque l'accepteur final des électrons, oups, ça va être juste, hein. L'accepteur final des électrons, c'est... mais moi, j'avais 1h15. Hein. Si, j'avais 1h15 dans le programme. C'était déjà? Ça y est. C'est pas possible. Si. Il va beaucoup plus vite que tout à l'heure. Hein. OK. Donc, réduction de l'oxygène moléculaire en eau. Comment ça se passe? Vous savez que l'oxygène, c'est l'accepteur final des électrons. Une molécule d'oxygène prend 4 protons, 4 électrons, ça fait 2 molécules d'eau. Ça, c'est quand tout se passe parfaitement. Sauf, je vous l'ai dit, les transporteurs d'électrons transportent efficacement les électrons, mais pas efficacement les protons. Donc, du coup, il arrive qu'on a une réduction partielle de l'oxygène. Par exemple, l'oxygène va choper qu'un seul électron au lieu de 4 et 4 protons, et ça va donner un anion O2-. Alors, le fait qu'il ait une charge moins, ça, c'est pas grave. Mais il a une charge moins parce qu'il a un électron de trop. Et le problème, c'est que cet électron, c'est pour ça qu'il est représenté en rouge, c'est qu'il est célibataire. Les électrons ont horreur du célibat. Et donc, là, eh bien, qu'elle va faire cette molécule? Elle est toxique parce qu'elle n'a qu'une envie, c'est d'aller chercher un électron ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire?
ben, elle va faire des dégâts. Alors, on a des systèmes de secours, on a des systèmes pompiers. On a la superoxyde dismutase, qui, à partir de 2 anions superoxyde et de 2 protons, va faire une molécule d'oxygène, parfait, et une molécule d'eau oxygénée. La molécule d'eau oxygénée, pas terrible. C'est toxique. Donc, on a transformé 2 molécules toxiques en une molécule toxique. Alors, il y a un deuxième pompier, la glutathion peroxydase, qui, à partir de 2 molécules de glutathion et de 2 molécules d'eau oxygénée, fait 2 molécules d'eau et 2 molécules de glutathion pontée. Et là, on a éliminé le blanc et on a éliminé le bleu, donc plus une molécule toxique. Parfait. Très bien. Le problème, c'est que quand on a des polluants qui viennent foutre le bordel là-dedans, eh bien, on produit des anions superoxydes beaucoup plus que la nature a prévu qu'on en produise, au point que les pompiers ne suffisent plus pour éteindre le feu. Et donc, il reste des molécules blanches et il reste des molécules bleues. Une molécule blanche peut réagir avec une bleue. Pour faire une molécule d'oxygène, pas de problème. Un anion hydroxyle, pas de problème. Là, c'est une molécule OH avec un électron célibataire. Ça, c'est un radical libre. Mais également, la molécule d'H2O2, qui n'a pas pu être éliminée par la glutathion peroxydase parce qu'on en produit trop, va réagir avec le fer ferreux pour faire du fer ferrique, plus un OH-, pas de problème, mais aussi un OH avec un électron célibataire. Or, ces OH avec des électrons célibataires n'ont qu'une envie, c'est d'aller chercher un électron ailleurs. Où est-ce qu'ils vont le chercher? Sur l'ADN, sur les protéines, sur différents composants de la structure mitochondriale. Et donc, c'est un cercle sans fin, et on va abîmer l'ADN, la protéine, les lipides, et à ce moment-là, on va produire des nouveaux radicaux libres parce qu'ils en prennent un. Donc, eux ne sont plus radicaux libres, mais ils créent un radical libre puisqu'ils ont créé un électron célibataire ailleurs. Alors, on comprend bien ça et ça, mais le fer, d'où il vient? Eh bien, j'en arrive. Dernier chapitre bientôt, plus qu'une heure. Non, je déconne. Le fer, il vient d'où? Eh bien, le fer, bien sûr que la mitochondrie a besoin de fer. Où est-ce qu'il y a besoin de fer? Ici. Les cytochromes, pour transporter les électrons, ils ont besoin de fer. L'hème a besoin de fer. Et il y a une enzyme du cycle de Krebs qui a besoin de fer. Elle s'appelle l'aconitase. Et donc, du fer dans la mitochondrie, il y en a. Et alors, voyons, dernier chapitre, l'homéostasie du fer. Ah, c'est gentil, ça. Ça a augmenté, non? Ça augmente? Non, j'ai dépassé. Ça fait 20 minutes. Non. Dépassé, oui, oui. Ah, je croyais qu'il me restait 13 minutes. On laisse encore 5 minutes, c'est tout, pas plus. Ah, mais je pourrais pas finir. C'est dommage, hein. C'est pas grave. C'est vraiment... Enfin, comme vous voulez. L'approvisionnement en fer. Je représente un vaisseau sanguin. Ce vaisseau sanguin, il est bordé par des cellules endothéliales. Le fer nous est apporté par l'alimentation. C'est le fer alimentaire. Il va rejoindre le sang en passant par les entérocytes, ces cellules qui sont ciliées ici pour augmenter la surface d'échange. Pour que le fer puisse rentrer dans l'entérocyte, il faut un transporteur, qui est un transporteur de fer, mais pas seulement, il transporte tous les cations divalents. Donc on l'appelle divalent métal transporteur, DMT1. Une fois que le fer est dans l'entérocyte, il va devoir rejoindre le sang grâce à un transporteur qui s'appelle la ferroportine. D'accord? Eh bien, une fois que le fer est dans le sang, il va être pris en charge par une protéine qui s'appelle la transférine. Et la transférine va être capable de fixer 2 ions ferriques. Et une fois qu'elle a fixé 2 ions ferriques, elle va pouvoir se fixer à son récepteur, qui est dans la membrane plasmique des cellules qui bordent le vaisseau sanguin, qui sont les récepteurs à la transférine protéine verte. Et donc, vous avez la transférine avec 2 ions ferriques qui se fixent au récepteur à la transférine. Et là, phénomène d'endocytose, et ça va rentrer dans la cellule. Et là, 2 possibilités. Soit on a besoin de fer parce qu'on en manque, et le fer est utilisé tout de suite, soit on n'en a pas besoin parce qu'on a ce qu'il faut, et à ce moment-là, on va le stocker. Et on va le stocker au niveau d'une protéine qui s'appelle la ferritine. Cette ferritine, c'est un monomère qui va s'organiser en 24, un multimère de 24 monomères, pour faire un réservoir à fer qui peut stocker jusqu'à 4500 ions ferriques. Et donc, vous voyez que l'homéostasie du fer, ça passe par une protéine de captage qui est le récepteur à la transférine en vert,
et une protéine de stockage qui est la protéine ferritine en bleu. Et alors, donc vous avez deux situations pour réguler l'homéostasie du fer. Vous avez donc une régulation coordonnée de la protéine de captage qui est le récepteur à la transférine et de la protéine de stockage qui est la ferritine. Et il y a deux situations. Soit vous êtes en moins fer, soit vous êtes en plus fer. Moins fer, ça veut dire carence. Plus fer, ça veut dire j'ai ce qu'il faut en fer. D'accord? Si vous êtes en carence, il va falloir capter beaucoup de fer, mais surtout pas le stocker. Donc, il va falloir faire beaucoup de protéines vertes et pas de protéines bleues. Si, au contraire, vous avez ce qu'il faut en fer, vous allez juste entretenir les stocks. Pour entretenir les stocks, il va falloir produire beaucoup de protéines bleues, mais pour entretenir des stocks, il faut quand même en capter un petit peu. Donc, peu de captage, beaucoup de stockage. Donc, vous voyez deux situations inversées. Pas de protéines bleues, beaucoup de protéines bleues, beaucoup de protéines vertes, peu de protéines vertes. Mais comment la cellule sait qu'on est dans la situation du haut ou dans la situation du bas? Eh bien, la cellule le sait parce que le senseur de fer dans la mitochondrie, c'est l'aconitase. L'aconitase, regardez comment ça fonctionne. L'aconitase, c'est une enzyme qui a besoin de 4 atomes de fer pour fonctionner. Quand elle a ces 4 atomes de fer, elle fonctionne dans le cycle de Krebs. Ça tourne. Quand le fer vient à manquer, un certain nombre d'aconitases ne peuvent plus fixer 4 atomes de fer parce qu'il n'y en a plus assez. Donc elles en fixent 3. Et si elles en fixent que 3, l'enzyme change de forme, perd son activité aconitase, mais acquiert une nouvelle activité. Ça devient un gros doigt qui va se fixer sur les interrupteurs de gènes. Et quel gène? Eh bien, elle va stimuler le gène vert, éteindre le gène bleu. Du coup, pas de stockage et on fait rentrer, on capte. Du coup, le fer se met à rentrer, il n'est pas stocké, donc il est disponible tout de suite. Et à ce moment-là, il y a suffisamment de fer qui rentre dans la cellule pour que les aconitases qu'on avait 3, enfin les protéines qu'on avait 3, redeviennent aconitases avec 4. Donc en fait, au départ, vous avez le cycle de Krebs, ça manque de fer. Ben, si ça manque de fer, évidemment que ça ne peut pas fonctionner correctement si ça manque de fer. Pourquoi ça ne peut pas fonctionner correctement? Ben parce que s'il n'y a pas de fer, il n'y a pas de cytochrome, donc il n'y a pas de transport d'électrons. S'il n'y a pas de fer, il n'y a pas d'hémoglobine, donc il n'y a pas de transport d'oxygène, donc il n'y a pas d'accepteur final d'électrons. Et puis s'il n'y a pas de fer, ben le cycle de Krebs ne peut pas tourner à fond, puisque les aconitases n'ont pas assez de fer pour fonctionner. Donc dans ces cas-là, le cycle de Krebs ne va pas s'arrêter, sinon on meurt. S'il y a 100 protéines aconitases, il y en a 80 qui passent de l'état 4 fer à l'état 3 fer. Et elles disent aux 20 qui restent, les filles, on revient, assurez le minimum. Donc les 20 commencent à tourner le cycle de Krebs au ralenti pour pas qu'on meure. Les 80 autres sont passés à l'état 3 fer. Elles sont allées activer le gène vert, éteindre le gène bleu, récupèrent du fer, redeviennent aconitases, elles reviennent. C'est bon les filles, on a du fer. Bouh, et ça repart. C'est génial. C'est génial. Sauf que comme c'est génial, c'est fragile. Et ça va perturber énormément. Et j'en arrive, je vous rassure, à la fin. Donc, dans la situation où on a plein de fer et que les stocks sont complets, ça ne sert plus à rien de faire rentrer le fer là. En tout cas un petit peu, mais très peu. D'accord? Et donc, il y a le foie qui intervient. Le foie fabrique une hormone qui s'appelle l'hepcidine. L'hepcidine va se fixer sur la ferroportine et bloque la ferroportine. Et du coup, le fer ne rentre plus. Et là, la quantité de fer est limitée dans le sang. On fait un tout petit peu de captage, on entretient les stocks, mais c'est tout. Voilà comment ça fonctionne. Donc, deux situations avec le foie. La situation besoin de fer, la situation plus besoin de fer. Si j'ai besoin de fer, eh bien, il ne faut surtout pas que la ferroportine soit empêchée de travailler. Donc, elle fait rentrer le fer, la protéine verte est produite en grande quantité pour le capter, mais on ne fait pas de stockage. OK. Si on n'a plus besoin de fer parce que les stocks sont pleins, eh bien, on va faire quand même un petit peu de captage pour entretenir les stocks, c'est ce que j'ai expliqué il y a un instant, mais le foie sécrète de l'hepcidine qui va aller bloquer la ferroportine pour dire que ce n'est plus la peine de faire rentrer le fer. Eh bien, je vous donne 3 exemples, et c'est fini, de dysfonctionnement à cause des polluants qui agissent sur le foie.
Premier exemple de dysfonctionnement. Ce ne sont que 3 exemples, mais je peux vous dire qu'il y en a à l'appel. Hein. Premier exemple, les PCB. PCB, polychlorobiphényl. Ce sont des perturbateurs endocriniens qui polluent toutes nos eaux. Eau de rivière, eau de mer. Tous les poissons sont contaminés. Et plus les poissons sont gros et gras, plus il y a de PCB parce que c'est des molécules lipophiles. D'accord ? Le PCB a été interdit en 1987. Et pourquoi il y en a encore ? Les PCB sont très stables. Demi-vie des PCB les plus stables, 2700 ans. Donc, on prend soin des générations futures, rassurez-vous. Donc, les PCB, qu'est-ce qu'ils font ? Les PCB, ils vont envoyer un signal au foie pour qu'il ne fabrique plus l'hepsidine, alors qu'on a besoin d'hepsidine puisqu'il ne faut plus faire rentrer de fer. Et donc, l'hepsidine disparaît, le fer continue à rentrer alors que les stocks sont pleins, ça crée une surcharge de fer. Surcharge de fer qu'on observe dans des cas d'ostéoporose, qu'on observe dans des cas de cancer du sein, dans plein de cas de cancer. Parce que souvent, les cellules cancéreuses, elles ont besoin de beaucoup d'énergie pour se diviser sans arrêt. Et donc, elles ont besoin aussi de surcharge de fer, de beaucoup de fer. Et donc, ça, c'est un cas très courant que l'on voit. Et qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je prends mon gène de l'hepsidine avec son interrupteur. Quand on a besoin de fer, il ne faut surtout pas fabriquer d'hepsidine, donc il faut que le gène soit éteint. Et qu'est-ce qui éteint le gène de l'hepsidine ? Récepteur aux œstrogènes, œstrogènes. Le gène de l'hepsidine est régulé négativement par les œstrogènes. D'accord ? Et donc, rappelez-vous, récepteur aux hormones, hormones, et hop, ça va se fixer sur les interrupteurs de gènes et ça permet d'allumer ou d'éteindre. Eh bien ici, ça éteint. D'accord ? Et dans le cas où on n'a plus besoin de fer, eh bien il faut au contraire que ce gros doigt qui éteint le gène s'en aille pour que le gène s'allume et que l'on puisse fabriquer de l'hepsidine. Sauf que quand les PCB sont là, alors qu'on n'a plus besoin de fer et que le gène devrait être allumé, les PCB se font passer pour les œstrogènes, vont se fixer sur le récepteur aux œstrogènes et viennent éteindre le gène effet mimétique des œstrogènes. Voilà comment on peut produire de l'hepsidine alors qu'on n'a pas besoin d'en produire. Deuxième exemple que je vous donne, c'est l'exemple du chlorpyrifos, qui a fait beaucoup parler de lui en Île-de-France il y a quelques mois parce qu'on l'a retrouvé abondamment dans l'eau du robinet. C'est un insecticide organochloré et organophosphoré. Le chlorpyrifos fait comme les PCB. Il éteint le gène de l'hepsidine. Mais mieux que ça, le chlorpyrifos va stimuler le gène de la ferroportine. Dans les macrophages du foie de la rate, on a des stocks de fer, on a de la ferritine. On est dans une situation où on n'a pas besoin de fer, donc les stocks sont pleins. Mais pour utiliser les stocks, quand on en a besoin, il faut quand même faire sortir le fer. Pour faire sortir le fer, il faut de la ferroportine. Mais on le fait sortir que parcimonie, que quand on a besoin. Sauf que le chlorpyrifos a un effet positif sur le gène de la ferroportine, des macrophages, va stimuler la ferroportine, et on va pomper le fer des stocks, et on va donc dissiper les réserves de fer. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau des gènes ? Vous avez le gène de l'hepsidine en haut, le gène de la ferroportine en bas. On est dans une situation où on n'a plus besoin de fer. Si on n'a plus besoin de fer, le gène de l'hepsidine doit être on. On doit fabriquer de l'hepsidine. Le gène de la ferroportine, il en faut quand même un petit peu, donc il n'est pas off, mais c'est un gène qui est, il s'exprime faiblement. Donc c'est comme les promoteurs à variateurs d'intensité dont parlait Patricia ce matin. Voilà, il faut diminuer l'intensité du gène. Donc c'est le rôle, ça, pour on. C'est le rôle, ici, quand le gène est on, quand le gène est off, c'est l'œstrogène avec son récepteur, pour le gène de l'hepsidine. Mais quand le gène est on pour le gène de l'hepsidine, il faut qu'il n'y ait pas de doigt qui vient appuyer ici. Sauf que le CPF, le chlorpyrifos, a un effet négatif sur le gène de l'hepsidine et vient éteindre l'interrupteur et il vient allumer celui-là, stimuler celui-là. Et on inverse les choses et du coup on fabrique beaucoup de ferroportine et on ne fabrique pas d'hepsidine. Et le dernier exemple, alors par contre le mécanisme, on ne sait pas si le chlorpyrifos agit comme les PCB par mimétisme avec les œstrogènes ou pas. Ça n'a pas encore été démontré. Mais en tout cas, il y a un effet stimulateur sur le gène de la ferroportine et un effet inhibiteur sur le gène de l'hepsidine. Et le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est le DDT. Le DDT, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, le DDT, alors qu'on est dans une situation où on a besoin de fer, il ne faut surtout pas empêcher la ferroportine de travailler, le DDT va stimuler au niveau du foie la fabrication d'hepsidine. Du coup, l'hepsidine vient se fixer sur la ferroportine, ça bloque l'entrée du fer, et alors qu'on en a besoin, ça provoque une anémie. D'accord ? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Et c'est ma dernière diapo.
qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, vous avez une situation où vous avez besoin de fer, une situation où vous n'avez plus besoin de fer. Vous avez le gène de l'epsidine ici, le gène de l'epsidine est là. Quand on a besoin de fer, il ne faut surtout pas que le gène de l'epsidine fonctionne, donc il est éteint. Quand on n'a plus besoin de fer, il faut que le gène de l'epsidine soit allumé. Qu'est-ce qui fait que le gène est éteint ici? Œstrogène, récepteur aux œstrogènes, c'est le doigt qui est éteint. Qu'est-ce qui fait que le gène est allumé? Il ne faut pas seulement ne pas avoir le doigt qui est éteint, il faut un autre doigt qui allume, je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour ne pas compliquer les choses. Ce doigt qui allume s'appelle stade 3. Je vous avais dit tout à l'heure, ce n'est pas le même doigt qu'éteint et le même doigt qu'allume. Eh bien, là, quand tout marche bien, ça marche comme ça. Sauf que quand il y a, ici, du DDT, alors qu'on est dans une situation où, normalement, ici, on n'a plus besoin de fer, eh bien, en fait, tout se passe comme si on avait besoin de fer. Et quand est-ce qu'on est dans cette situation anormale, où stade 3 vient allumer le gène de l'epsidine alors qu'il devrait être éteint puisqu'on a besoin de fer? C'est le cas où il y a une inflammation. L'inflammation provoque de l'interleukine 6. L'interleukine 6 vient stimuler la protéine stade 3 qui vient allumer le gène de l'epsidine pour empêcher le fer de rentrer. Ça, c'est une réaction naturelle qui se produit, par exemple, quand on est infecté par des bactéries qui ont besoin de fer. Ben, l'organisme se défend en privant les bactéries de fer. Donc il provoque une anémie, mais pour nous protéger. Ça s'appelle l'anémie inflammatoire. Mais malheureusement, c'est provoqué aussi dans le cas d'un certain nombre de cancers où il y a inflammation et on a une anémie inflammatoire. Sauf que le DDT, il fait le même effet. Il provoque la production d'interleukine 6. Et même s'il n'y a pas d'inflammation, on se retrouve dans une situation qui ressemble à une anémie inflammatoire. Et donc, on a une anémie, mais au niveau du fer circulant. Par contre, ici, eh bien, comme on produit de l'epsidine qui vient bloquer la ferroportine des entérocytes, mais aussi la ferroportine des macrophages, eh bien, on empêche la sortie du fer des stocks. Et donc, on a une surcharge de fer dans les macrophages et dans les cellules cancéreuses notamment. C'est ce qu'on observe dans de nombreux cancers. Voilà. Et vous voyez que comment les polluants, en venant perturber l'homéostasie du fer, vont perturber le métabolisme mitochondrial et avoir des conséquences sur les cancers. Donc on aura une anémie du fer circulant, mais une surcharge de fer dans les macrophages. Et donc, pour résumer tout ça, ben voilà, vous avez des polluants qui sont des perturbateurs endocriniens, des pesticides, des métaux lourds, qui vont impacter les mitos et donc le métabolisme du fer, qui vont impacter le métabolisme du fer et donc les mitos. Et on a énormément de littérature scientifique qui montre les conséquences de ces dysfonctionnements de l'homéostasie du fer dans les maladies neurodégénératives. J'ai fait exprès de prendre des publications qui remontent à plus de 20 ans pour montrer qu'on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Nos autorités ne peuvent pas dire qu'elles ne savaient pas. On le sait depuis longtemps. 2022, il y en a encore des plus récentes, bien sûr. Et pareil pour les cancers. J'ai pris l'exemple des cancers du sein. Mais il y a plein d'autres exemples de publications sur plein d'autres cancers où on a des perturbations de l'homéostasie du fer, des anémies, des surcharges. C'est pour ça que doser la ferritine, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce que vous pouvez très bien avoir un taux de ferritine parfait. Vous croyez que vous avez un taux de fer super. Le problème, c'est que vous avez une dissipation, par exemple, parce que vous avez trop de ferroportine. Donc il faut doser la ferritine, mais il faut doser l'epsidine ou la ferroportine en plus de la ferritine. Eh bien, dans tous ces cas de cancer, donc, qui sont notamment des cancers du sein, vous voyez publication de 2012, 2013, 2020, voilà, tout ça c'est répertorié depuis longtemps. Et malgré tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne fait rien. Et quand on nous dit qu'on va faire de la prévention, ce n'est pas la prévention dont parlait Jean-Loup. Quand on a 50 ans, on reçoit un carton, on dit « Oh super, c'est pour mon anniversaire ». Non, c'est pour envoyer une virgule de caca pour savoir si on a du sang dans les selles. Moi, je veux bien, mais on appelle ça de la prévention. Non, c'est de la détection précoce. La prévention, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de sang dans les selles. Et la prévention, ça passe par l'interdiction de tous ces poisons. Mais ça demande du courage politique. Je vous remercie.